Un tour de salle sur l'intelligence artificielle, puisqu'il est question d'idées reçues, après tout, qu'est-ce qui émerge spontanément, après tout? Si tout le monde est prêt à se livrer au jeu comme ça, comme première intuition. Et est-ce qu'à l'issue du jeu, Christophe fera l'ouverture, et puis pas vraiment la conférence? C'est l'éducation nationale. C'est un jeu ou un des surveillés? Qui commence? Moi, j'ai oublié l'autre jour, on avait une conférence de presse à Marcy, le prof de maths de Cré, il avait dit d'ailleurs, ça n'existe pas l'intelligence artificielle, ce sont les algorithmes qui créent l'artificiel de l'intelligence. Et j'ai peut-être pas tout compris. C'est un prof de maths? Un prof de maths. Ah oui, oui, oui. Il était très orienté maths. Il avait fait un truc qui marchait bien, il danse quand on lui demande. Il le touche comme ça, son ordinateur. C'est vrai, je sais pas si ça va pas. Je sais pas s'il est payé. Je sais pas si ça va bien. Je sais pas si ça va bien. Non, faut le tenter, c'est la première. Faut tenter. Je sais pas si ça va bien. Il danse, il fait du yoga. C'est vrai. C'est un vrai matheux. C'est un peu matheux. C'est vrai. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça me fait. Il vaut mieux qu'on nous l'explique. Donc alors ce seraient des algorithmes qui créeraient l'intelligence artificielle. Oui. La base de l'intelligence artificielle, nous a-t-il expliqué, c'était les algorithmes. Ça, on va voir comment et pourquoi exactement. Moi j'aime bien le psychisme, après je m'arrête, mais par contre on évite de partager la sexualité sur l'intelligence artificielle parce que je ne sais plus où sont après les testicules et les ovaires. C'est passionnant. On a un travail. Tout est dans la transition. La transition est faite. Moi je dirais jusqu'où les nouvelles technologies vont nous amener. Question. Voilà, je n'ai pas de réponse. C'est un problème mathématique avec les limites. Hein. Comme disait Francis Blanche, quand on passe les bornes, il n'y a plus de limites. Quand on passe Quand on passe les bornes, il n'y a plus de limites. Ouais. Autre réaction. Oui, autre réaction. Mesdames, vous êtes 5, les 5 messieurs. Tiens, la parité. Non, on entend beaucoup parler, c'est plutôt source d'inquiétude dans les médias. En fait, c'est les robots qu'on nous montre qui nous interpellent. Intelligence, est-ce que c'est que la connaissance? Est-ce que c'est aussi le sentiment? Est-ce que c'est aussi... À propos de cette inquiétude, et donc à propos de la médecine, j'ai une observation que j'ai pu faire récemment, où donc j'ai reçu des catalogues ou par la poste, comme ça, dans le cabinet de psychiatrie, parce que donc je suis médecin psychiatre, et c'était le Congrès français de psychiatrie 2018. Pour l'année 2018, un congrès qui, j'ai recensé, regroupait 127 interventions sur 4 jours. Donc quelque chose d'assez colossal. Congrès, la psychiatrie française en 2018. Or, en 2018, la télémédecine a été légalisée, officialisée, reconnue comme une activité reconnue par la sécurité sociale, alors qu'elle avait déjà été reconnue par le gouvernement lui-même il y a à peu près presque 10 ans maintenant. Mais elle est entrée en pratique en 2018. Eh bien, elle est très importante en psychiatrie, puisque la psychiatrie peut faire maintenant soit l'analyse du langage, des diagnostics de dépression, sur donc la machine informatique, la lecture par l'apprentissage informatique va faire des diagnostics psychiatriques de haut vol et de qualité. Eh bien, parmi les 127 interventions, il n'y en avait que 2 qui mentionnaient, entre autres, quelque chose à propos de la consultation à distance. Alors que c'est
l'année inaugurale, l'ouverture de cette télémédecine, qui est un bouleversement dans la médecine et dans la psychiatrie, et le congrès Psychiatrie française 2018 n'en disait pas un mot. Et ça, je pense, c'était tout à fait représentatif, conforte nos idées de dire mais quelle est cette anxiété qui nous saisit, de quoi avons-nous peur et de quoi s'agit-il enfin. Mais lorsqu'on regarde tout ce qui est médical, on peut comprendre tout ça à la limite, on peut se comprendre. Mais quelquefois les médias vous montrent des robots, et à un moment donné, l'intelligence, elle vient, c'est quelqu'un qui la lui donne au robot, ça vient pas comme... En fait, ça fait comme Internet. On croirait maintenant que Internet c'est là-haut et qu'il n'y a personne. Je veux dire, je suis bien persuadée que lorsque les téléspectateurs regardent des émissions, lorsqu'on leur montre, pour eux, l'intelligence artificielle, c'est juste la machine, mais c'est pas vrai, c'est pas que la machine. Et il y a bien une main derrière qui commande tout ça, c'est pas possible. Voilà. C'est la façon dont c'est expliqué, je pense, aussi, qui fait peur. Mais bon, il y a quand même des robots qui sont maintenant capables de progresser, d'analyser des informations et de progresser par eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça qui, moi je trouve, qui pose un problème éthique. Jusqu'où vont-ils aller, ces robots? La première question donc la manière dont vous le posez, madame, c'est la même chose que dans le miroir. On se sert beaucoup du miroir en psychanalyse comme modèle. Et cette question-là, c'est s'il y a l'image, s'il y a votre image dans le miroir, c'est que vous y êtes dedans. Hein? Donc, pour la robotique, on est dans la même configuration, avec la même nécessité qu'il y ait de l'humain avant cette intelligence, mais monsieur ajoute que qu'est-ce qui se passe si le miroir, l'image dans le miroir se met à devenir indépendante et si vous vous voyez bouger comme autre chose, alors là il y a un autre phénomène qui apparaît. Eh bien nous débutons. On enchaîne après toi. On enchaîne. Vas-y. Alors en deux mots, donc nous donnons ce soir la parole, ou plutôt la parole est donnée à William Théo, médecin psychiatre et psychanalyste comme vous le savez, qui s'est intéressé à l'intelligence artificielle depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, qui fait partie de ces gens qui se sont intéressés au phénomène alors qu'il était encore très largement confidentiel et qui, à ce titre-là, dispose d'un vrai recul sur la question et qui plus est, nous propose ce soir donc d'explorer d'une certaine façon ce qui se joue entre cet aller-retour entre l'homme et la technologie, puisqu'évidemment l'homme produit de la technologie, mais la technologie n'est pas non plus sans bousculer nos représentations, et c'est à ce niveau-là que justement son intervention ce soir peut trouver tout son sens, explorer justement ce qui se joue de déstabilisant peut-être dans un rapport de l'homme à la machine, et puis évidemment de ce que la machine vient dire de l'homme, de ses représentations, et peut-être de ce que ça déstabilise dans notre conception du psychisme, justement. Jusqu'à présent, le psychisme relevait d'un domaine assez spécialisé, et justement, quand on met, selon un certain angle, plusieurs éléments en perspective, on peut relire, en quelque sorte, le processus dans les deux sens, et comment le psychisme, qui semblait un acquis du XXe formalisé, va être peut-être reformalisé autrement au regard de ce qui se joue aujourd'hui au cœur de ces nouvelles technologies. Comment on est dans une dynamique peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Au-delà de nos idées toutes faites, de ce qu'est justement la tradition, comment nous voyons l'homme et comment nous pourrions peut-être être amenés à le redécouvrir autrement à travers la machine et la relation de l'homme à la machine. Voilà l'essentiel de ce qui me paraissait intéressant de mettre en place d'emblée sur cette question
de l'homme et de la machine, sur la cybernétique, qui est une question que la psychanalyse a peut-être abordée plus tôt que nous l'imaginerions, et que nous avons peut-être tout intérêt à redécouvrir dans un cheminement à redécouvrir justement ce soir. Voilà, William. Merci. 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 Christophe a mentionné cette chose notable qui nous sera utile à laquelle il sera utile de nous souvenir, c'est que le rapport du psychisme et de l'intelligence artificielle est très ancien. C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à en parler parce que l'intelligence artificielle commence à nous inquiéter ou se faire pressante. C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à parler du psychisme en vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais que dès le moment où l'intelligence artificielle est apparue, et même avant, dès le moment où l'ordinateur est apparu, immédiatement, les théoriciens, les fondateurs, se sont intéressés au psychisme et on va le voir tout de suite donc en utilisant une petite vidéo qui commence à nous présenter celui que nous connaissons bien, je le suppose, hein, c'est-à-dire Alan Turing. Alan Turing, c'est l'inventeur de l'ordinateur. C'est en 1936, c'était avant la dernière guerre, que le jeune mathématicien, et c'est pour ça que ça nous intéressera de songer au fait que l'intelligence artificielle puisse être principalement des algorithmes, c'est le mathématicien, ce jeune homme, ce jeune ingénieur, qui fait une thèse en 1936 sur ce que c'est qu'une machine. Alors, dans le bref moment de cette conférence, enfin notre discussion là, on va voir des choses diversement floues. Qu'est-ce que c'est que la vie? On ne sait pas trop, finalement. Qu'est-ce que l'intelligence? Là aussi, c'est quelque chose qui est très discuté. Maintenant, on discute, on se demande qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la pensée? On va voir que sur notre discours scientifique va avoir affaire à des espèces de fantômes. La pensée, nous ne savons pas ce que c'est. Bref, c'est des espèces de choses qui circulent. Et nous sommes comme devant une scène de théâtre où nous voyons les machinistes et les acteurs s'activer avant que les lumières se fassent. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des fantômes qui passent. On les identifie mal. Telle est la pensée, telle est la vie, telle est l'intelligence et, au fond, les machines. Nous ne savions pas ce que c'était qu'une machine. On ne le sait peut-être toujours pas très bien, mais on a fait un grand pas avec Turing. Est-ce qu'une machine, est-ce qu'un marteau, c'est une machine? Est-ce qu'une boîte de conserve, c'est une machine? Est-ce qu'il faut des rouages? Est-ce qu'il faut des différentes composantes? La question de cette machine qui, à l'époque, par exemple, de Léonard de Vinci, qui faisait des machines, c'était satanique, c'était quelque chose où il y avait une âme, peut-être. Enfin, la question était donc incertaine. On était dans l'ignorance jusqu'à ce moment où Alan Turing crée un algorithme, ou des algorithmes, et qui va définir la machine. Alors la machine, maintenant, on sait bien ce que c'est. C'est l'ordinateur, qui est une machine universelle. Ça représente toutes les machines, si on peut dire. Il y a un ruban, c'est une base sur laquelle on écrit des symboles. Il y a une mémoire, il y a un registre, un programme, et ça, c'est une machine. Et toutes les machines peuvent être rapportées à cette définition, à cette identification de la machine.
Donc, on parlait de fantômes, on parlait d'ombre, là, entre la pensée, la vie, on commence à voir un petit peu ce que c'est qu'une machine avec Alan Turing, et ça, c'est en 1936, et c'est la création de l'ordinateur. Un petit peu avant, d'ailleurs. Là, il est uniquement mathématicien. En fait, Turing va découvrir et créer l'ordinateur, là, on est avant-guerre, c'est à la fin de la guerre, parce que durant la guerre, il sera en charge de décoder les messages chiffrés qu'il y a entre les armées. Ça va le faire tellement cogiter qu'il va en avoir l'imagination, le rêve, et finalement l'imagination de ce que c'est qu'un ordinateur. Alors, après Turing, nous avons, en 1939, c'est toujours avant-guerre, nous avons, si je peux donc poser là une question, qu'est-ce qui se passe en vis-à-vis de Turing quelques années plus tard en Angleterre? Eh bien, c'est Sigmund Freud qui émigre de Vienne, il doit quitter l'Europe, enfin le continent européen, et il se réfugie à Londres. Il ne va pas connaître Turing, qui est un jeune homme qui est d'une autre sphère que lui, mais nous, après coup, nous pouvons nous poser la question. Ici, nous avons Turing en 1936, ce jeune homme qui crée le monde des machines, de la connaissance des machines, et nous avons là la fin d'une époque, parce que Freud, c'est pas le début d'une époque, après il va ouvrir le début, mais lui-même, il est forcément de son temps, et son temps, c'est la mémoire passée, c'est-à-dire, mais il va faire le résumé, si on peut dire, il va collecter ce que l'on connaît de la vie, de la pulsion de vie, de ce qu'on appelle la libido. Lui va l'assimiler à la sexualité, il va le concentrer à la sexualité, puis plus généralement, certains de ses élèves vont dire que c'est finalement la pulsion de vie en général. Et nous allons avoir donc, entre 36 et 39, on peut schématiser une espèce de rencontre, une conflagration comme ça, de deux époques, deux moments, la découverte des machines et l'ultime question sur la vie, sur la biologie. Et j'ai mis une petite flèche comme ça parce que cette conflagration, cette rencontre de ces deux choses, à ce moment-là, s'appelle, ou va s'appeler, bientôt, quelques années plus tard, ça va s'appeler le feedback. Alors, là, je vous ai présenté ce qui se passe juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, continuons. Voici ces deux personnes, enfin ces deux moments qui rentrent dans le passé, si on peut dire. Et nous avons, juste après-guerre, l'apparition de ce qu'on appelle la cybernétique. Avec, comme là nous avions Turing, Freud, en 1950, nous avons, 1947 ou 50, nous avons Norbert Wiener, qui est, lui, américain. Turing est un anglais. Wiener est un américain du très célèbre Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Et il va inventer, c'est lui qui crée le nom de cybernétique, c'est-à-dire la science du feedback, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe de retour du passé sur le futur, si on peut dire. Qu'est-ce que c'est que ce mélange qui finalement fait simplement la cadence de l'histoire du développement de la pensée. Wiener, c'est au moment où les ordinateurs commencent à apparaître, c'est juste après-guerre. Turing est encore vivant. Il invente, il trouve une machine de Turing effective, matérielle. Il l'avait théorisée comme mathématicien. Maintenant, il a les machines qui représentent sa théorie. Et Wiener va, lui, créer la cybernétique qui, très vite, va être la relation et leur contrôle entre les machines et les êtres vivants. Autrement dit, cette science qui très vite va devenir tabou, on va le voir pourquoi, mais cette science
déjà nous indique quel est le fruit, quel est le répondant de cette intrigue entre l'apparition de la connaissance, la compréhension des machines et l'immémoriale connaissance du vivant. Donc Wiener, juste après-guerre, invente un mot, cybernétique. Cybernétique, ça veut dire gouvernail. Gouvernail, parce que quand vous pilotez un navire, vous inversez les manœuvres pour le diriger dans l'autre sens. Votre gouvernail est dirigé à l'inverse. Et finalement, les relations et le contrôle entre les machines et les êtres vivants va être une espèce de jeu subtil d'inversion, de retournement. Et Wiener va donc créer cette science. Et que va-t-il se passer? Eh bien, presque aussitôt, l'armée américaine va dire ça, c'est un secret militaire. Donc, on voit bien que, là, Turing a un peu disparu, mais parce que il sépare la science des batailles, la science des armées, la science de l'incommunication entre les termes en conflit, que l'informatique est apparue, et la cybernétique donc va être considérée, elle émane de l'armée, elle est liée avec le conflit, relations et contrôle, hein. Elle va être convoitée par les militaires qui vont dire les populations ne doivent pas savoir quelles sont les formules, quels sont les algorithmes, quelles sont les lois de contrôle des machines. Alors, à cela, Wiener, qui était un homme de génie, qui était un homme qui parlait de nombreuses langues, qui était un surdoué dans sa jeunesse, va devenir en fait philosophe, si on peut dire. Il va répondre à cette intention des militaires. Il va passer le reste de sa carrière, le reste de sa vie, à maintenir la cybernétique dans le domaine public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous lui devons en partie ça, en partie, dis-je, parce que très probablement les militaires en ont gardé un gros morceau. Mais Wiener écrit son livre essentiel après ses formules de mathématiques. Wiener est un mathématicien de haut vol. Il a créé justement des algorithmes et des formules qu'on utilise aujourd'hui pour la connaissance du climat, par exemple, des mathématiques extrêmement complexes. Et cet ouvrage, L'usage humain des êtres humains, avec lequel il essaie de répondre à ce qui était les slogans de Karl Marx, c'est-à-dire le contrôle de l'humain par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme, là, il parle d'autre chose que de l'exploitation, mais simplement de l'usage. Et ce livre que j'ai traduit là, mot à mot, son titre, en fait, est traduit en français comme Cybernétique et société. C'était le titre du grand ouvrage de Wiener. Mais Wiener ne pourra pas aller plus loin. Il a posé les termes de la cybernétique. Il a tenté de laisser cette science en germe, cet embryon de science dans le domaine public. Et puis, il ne pourra pas faire beaucoup plus. Or, ce qui se passe, c'est qu'à la même époque, Turing réapparaît, si on peut dire, et lui, avec justement l'expérience de ce déchiffrage, les machines informatiques, les ordinateurs commencent effectivement à exister, et Turing, en 1950, pose l'équation qui va s'appeler le test de Turing, c'est-à-dire une équation qui va répondre à la question que vous posez, madame, ou enfin que nous posons tous, est-ce que les machines pensent? Alors, là, nous avions tout à l'heure la question avec Freud, la question de la vie, c'était un fantôme sur cette scène que nous avons à découvrir, ou qui va s'éclairer. Nous avions les machines, que nous commencions à comprendre, et là, avec Turing, nous avons la pensée. Et
Turing, qui n'est pas psychologue, qui est un jeune homme mathématicien, ce qu'il connaît de la pensée. Turing est connu, on peut l'honorer pour ça, parce que, ça regarde plutôt la psychanalyse, mais donc il a été ensuite jugé, après ça, comme homosexuel. Il a été condamné à subir des injections hormonales qui ont déformé son corps et qui l'ont mené rapidement au suicide. Donc Turing n'ira pas beaucoup plus loin et il nous a laissé cette réflexion sur est-ce que les machines pensent. Et voici un schéma de l'équation et du théorème ou de l'hypothèse qu'il pose. Nous avons ici un être humain qui est devant un mur avec simplement deux résultats écrits qui lui paraissent par une fente, et il ne voit pas ce qu'il y a derrière ce mur. Et derrière ce mur, il y a un ordinateur et un autre être humain. Lorsque cet être ici qui communique sur l'écran qu'il a devant lui par un clavier va recevoir des réponses soit de la machine, soit de l'être humain, lorsqu'il ne pourra plus distinguer si la note vient soit de la machine, soit d'un être humain, il ne pourra plus faire reconnaître, à ce moment-là, propose Turing, à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire autrement que dire que la machine pense. Et ça, il a fait là une espèce de tour de force, effectivement une espèce d'acrobatie, une espèce de jonglerie, mais avec quoi? Avec la pensée, que justement nous nous saisissons si mal. Donc, ce fantôme, ce troisième fantôme dont nous parlons, il l'a mis dans une conjonction où quelque chose, tout à coup, va prendre une espèce alors plus tard, la psychanalyse appellera ça passer de la réalité au réel. Tout aussi mystérieux, mais néanmoins avec un franchissement considérable, c'est que, en fait, sans doute l'être humain ici a acquis beaucoup plus de confusion, puisqu'il n'arrive plus à faire la distinction entre les humains et les machines, mais en même temps, il aura acquis une valorisation, une objectivation de la machine. Alors là, vous voyez que les choses sont tout de même discutables. La preuve en est, par la suite, que, après donc l'exposé du Turing test, du test de Turing, eh bien c'est effectivement la psychanalyse qui s'est sentie devoir en répondre de cette histoire du test de Turing. Alors, tout à l'heure, nous avions Turing-Freud. Là, nous avons toujours Turing, mais un Turing un peu plus compliqué, avec justement les machines et les êtres vivants, et la pensée. Et nous avons ici de nouveau la psychanalyse, qui vient correspondre, si on peut dire. Et ce psychanalyste qui a fait cette conférence majeure, et c'est Jacques Lacan, après Freud. Jacques Lacan commence sa carrière avec un traité sur la famille, et puis des petites conférences par-ci par-là, dont celle où il met en équation la psychanalyse et la cybernétique. Je ne sais pas si Lacan est bien connu ici, mais en deux mots, disons qu'il y a Freud, on le connaît tout de même, c'est le premier psychanalyste, c'est le fondateur. Disons, s'il y en a eu un second psychanalyste, ben, c'est Lacan. C'était vraiment le deuxième grand pas. Il n'y en a peut-être pas eu beaucoup d'autres, et d'ailleurs il a pensé qu'il se serait arrêté à ce deuxième pas. Mais en tout cas, c'est le deuxième grand psychanalyste, le deuxième grand moment de la psychanalyse. Et à l'issue de cette conférence, psychanalyse et cybernétique,
Jacques Lacan donc, effectue ou délivre son premier, ce qu'il appelle séminaire, sa première grande présentation, qu'il tire d'un poème de Edgar Poe, qui est un écrivain américain. Et à l'issue de l'analyse de ce poème, ou de cette nouvelle, Lacan va conclure, attention, nous en sommes avec de la psychanalyse, Lacan va conclure que les machines pensent autant que les êtres humains. Comme il est un peu cynique, il dira, c'est-à-dire pas beaucoup. Comme ça, on est un peu rassuré. Mais c'est néanmoins le début de la psychanalyse lacanienne. Or, ce qui va se passer, c'est que par la suite, c'est pour ça que je vous disais, faites attention à ce que nous annonçons là, c'est que par la suite, lui-même n'en parlera plus. Pourquoi? Alors, si on regarde un petit peu, si on suit la carrière, on sait que donc Turing lui-même avait des difficultés, mais il avait des difficultés personnelles. Wiener a eu des difficultés avec les militaires. Lacan a eu certaines difficultés, il a été très seul, mais enfin il a réussi. Disons que son propos s'est effondré. Tout à l'heure, on continuera un petit peu, donc je vais vous le dire en deux mots, enfin un petit peu avant, prédire ou dire un petit peu avant ce qui se passera ensuite avec Lacan. Durant ces 30 années d'enseignement ou de carrière, par 4 fois, il va revenir sur la proposition, sur la suggestion que les machines pensent un peu plus que les êtres humains. Et à chaque fois, il témoigne, on l'accuse d'être un non-humain, d'être inhumain, on l'accuse de rendre les gens fous, on l'accuse d'ouvrir à l'enfer, enfin, et à chaque fois qu'il procède, enfin qu'il annonce cette confrontation psychanalyse cybernétique, il se rend compte, eh ben, un petit peu comme ici ce soir, on a craint d'avoir une place un peu déserte. À chaque fois, tout le monde lui dit, bah oui, non, si tu continues dans cette voie-là, nous nous occupons d'autres choses, nous les laissons tomber. Et Lacan n'avait pas tellement, c'était pas un homme du genre à aimer être un peu isolé, il a eu beaucoup de gens autour de lui, donc il s'est tué là-dessus. Mais on sait par l'histoire, quand on remarque sa carrière, que donc il a essayé d'y revenir plusieurs fois. Et on va voir alors ce qui s'est passé à partir du moment où la psychanalyse a fait profil bas, si on peut dire, après la proposition du test de Turing. C'est-à-dire qu'il s'est passé, effectivement, il n'y avait pas d'introduction du psychisme dans la cybernétique, ni dans le test, la mésaventure de Turing lui-même, qui a connu un psychanalyste, qui était un psychanalyste qui avait fait des notes, et les notes de Turing ont été détruites après sa mort par son frère, qui a trouvé que là, ils disaient des choses sur leur maman qui étaient pas admissibles, et on a détruit donc toutes les archives psychologiques de Turing. Mais, donc, cette cybernétique, qui s'avançait seule et sans psychisme, si on peut dire, était arrivée, vers les années 68 et 75, à ce qu'on a appelé la seconde cybernétique. Je n'ai pas cité le nom du personnage, qui s'appelait en fait Foster, c'était un Américain aussi du MIT. Et qu'est-ce que c'était que la cybernétique? Eh bien, tout simplement, c'était la cybernétique de la cybernétique. Un petit peu compliqué, mais ça veut dire que la cybernétique qui se mettait à réfléchir, comme vous disiez, monsieur, ces machines qui commencent à être conscientes d'elles-mêmes. Ce deuxième niveau, cette méta-informatique, si on peut dire, c'est-à-dire cette informatique de l'informatique, ici, ça a été la seconde cybernétique. Et la seconde cybernétique a produit quelques théorèmes, pas beaucoup, parce qu'elle arrivait, à ce moment-là, elle découvrait, et de l'aveu de Foster lui-même, elle découvrait qu'elles aboutissaient à ce qu'on appelle, non pas la morale, non pas la science, mais simplement l'éthique. Et l'éthique est un des grands mystères du comportement, de la conduite du vivant et de la politique. Alors, il y a eu quelques théorèmes
de Foster, principalement le fait que, et c'est des choses tellement bêtes que ça ne pouvait pas tenir beaucoup, c'est des choses très simples, c'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe, c'est-à-dire que moins il y a de gens sur une conférence et plus elle aura d'écho, par exemple, ou de choses comme ça. C'est-à-dire que Foster a montré comment les lois de relation et de contrôle entre les êtres vivants partaient de choses indéfinissables et insaisissables pour dépasser, surprendre en vitesse ce qui, l'étincelle qui en avait mis le départ. Mais en même temps, Foster disait que finalement, étant donné qu'on était arrivé à l'éthique, ben, il n'y avait plus rien à faire. Sinon, fermer les livres et aller, comme il a fini, en Californie, sur une belle plage, Bon, en fait, il a continué à essayer de travailler, mais sa philosophie, ou la cybernétique, était arrivée à dire que ben, il fallait laisser les choses comme elles iraient, et qu'il n'y avait aucun contrôle, en fait, possible, sauf par des lois ambiguës et un peu naïves. Donc la seconde cybernétique, à son tour, s'est engloutie, a disparu, sans aucune ressource en elle-même, sauf, et là je fais réapparaître, sauf Lacan, qui lui est réapparu à ce moment-là, jusqu'en 1969, parce que l'égarement, si on peut dire, ou l'insuffisance, le manque de souffle, si on peut dire, ou de ressources de la cybernétique s'étant avéré, en fait, l'histoire montre maintenant que ça a redonné le souffle et une place, si on peut dire, à la science du psychisme. Et Lacan, qui après toutes ces étapes, je ne les ai pas toutes citées, mais ces 4 étapes où il essaie de faire de la cybernétique, en fait arrive en 69, c'est-à-dire après les événements de 68, arrive en créant des formules de ce qu'il appelle le discours social. Il commence sur une logique du temps, et puis arrive à faire sortir la psychanalyse de son énigme individuelle pour poser un algorithme qui est celui de l'algorithme du discours social, qui est en fait un algorithme cybernétique. Donc, voici un historique. Je ne sais pas si je vais aller plus loin ce soir, parce que donc l'essentiel là, des étapes ont été décrites. Qu'est-ce qui se passe depuis 69? Ça, on a quelques années pour le voir. On a maintenant 40 ou presque 50 ans pour voir ce qui sera passé depuis 69. Mais ce soir, au moins, je pense qu'il est utile de poser ces confrontations et cette échelle temporelle pour voir et voir pourquoi et comment il y a un lien très important entre l'informatique et la psychanalyse, et c'est-à-dire la science du psychisme, si on peut dire. Les questions-réponses n'ont pas été traitées en post-production, mais restent exploitables en rush. La raison en est que même après elle, l'auditoire avait trouvé l'exposé manqué de ce que l'édition à présent complète, espérons-le. Les notes ajoutées révèlent qu'il s'agissait bien du psychisme, toujours inapparent mais sensible en feedback. Par conséquent, nous pouvons terminer par le visionnage sans interruption du support animé, qui servit la présentation. En 1 minute 30, il jette un flash sur 2 séquences originaires. Ces ondes de choc, à la naissance d'une technologie, ouvrent un espace aux armes et militarisme. Voir ce fait est essentiel à la naissante intelligence. Ainsi, est-ce immédiatement après une guerre que la science des relations entre les machines et la vie naquit. En cela, l'invention de la machine et la pulsion de vie psychique étaient réunies. Elle s'attacha à calmer les ardeurs qu'il avait vues naître, rappelant que le militaire ne domine pas le politique en démocratie. Néanmoins, ce dernier aura pu objecter que la machine pense. Par la pénétration des communications des adversaires d'un conflit,
Avec l'ennemi déshumanisé, la guerre déchiffre les lois de la pensée. L'intelligence artificielle était née. Ce fut une onde de choc répétée, et les lois du psychisme sont réintervenues en restant comme il se doit sans effet, mais laissant cette fois la technologie s'avancer et son esprit sans vie s'éteindre. C'est avec cette déférence que la psychanalyse revient à l'aide. Mais sans rien gagner encore, car le militarisme également prétend y retrouver son droit. Depuis cette époque, les lois de la démocratie sont certainement entre les mains de la psychanalyse. De son côté, la course aux armements est déchaînée.